je m'appelle Nathalie Coutinet, je suis économiste à l'université, je travaille sur la santé, sur les questions de santé, mais bon, je suis pas, mon rôle c'est surtout d'analyser les évolutions. Et je suis aussi membre des économistes atterrés, peut-être que certains d'entre vous... Voilà. Donc, alors, je suis à l'université Paris 13, qui a été renommée Sorbonne Paris Nord. Voilà. À Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Laurent Tinès. Je vais me lever, comme ça, tout le monde va me voir. Pour les gens du fond, coucou. Et donc, je suis neurochirurgien, professeur des universités au CHU de Besançon. Et donc, je suis intervenu un petit peu, on va dire, ces derniers temps sur la scène publique pour plusieurs raisons. Lors du mouvement des Gilets jaunes, j'avais participé avec d'autres médecins à la dénonciation de l'usage des armes sublétales et des LBD, des grenades, vous savez, ces armes qui ont mutilé des centaines de personnes dans notre pays depuis 2018. Et donc, voilà, je suis intervenu dans ce domaine-là en tant que médecin et neurochirurgien, puisque j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient été blessés au niveau cérébral par des tirs de LBD, qui avaient des crânes fracassés, etc. Donc, en tant que médecin, je pense qu'on avait la légitimité de prendre parole pour dénoncer l'usage de ces armes. Et puis ces dernières années, là, depuis 3 ans, avec les mouvements des hôpitaux, je participe aussi au sein du collectif Interhôpitaux, pour ma part. Je ne suis pas syndiqué ni affilié à proprement parler à un parti politique, mais même si j'ai soutenu la campagne de la NUPES là, pour les élections présidentielles. Donc dans le collectif Interhôpitaux, depuis 3 ans, voilà, on se bat pour défendre notre système public de santé, et en particulier l'hôpital public. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter un petit extrait, on va dire, de ce qu'on vit, nous, au quotidien. Est-ce que vous vivez aussi au quotidien à l'hôpital? Voilà. Caroline? Oui, avant de passer la parole à Caroline, donc moi je me présente, Christophe Prudhomme, je suis médecin urgentiste au SAMU de Seine-Saint-Denis. Et j'ai également des responsabilités syndicales, donc je suis porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Et je m'occupe des questions de santé à la CGT. Voilà, il y a aussi des médecins à la CGT, ça existe. Voilà. Et je suis conseiller régional LFI d'Île-de-France. Voilà. Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour le retard. Je devais vous présenter mes collègues. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas besoin d'animateur ou d'animatrice pour une conférence. Ça se débrouille très bien tout seul. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis aide-soignante. En EHPAD essentiellement, même si la crise Covid m'a ramenée à mes tout débuts en réanimation Covid. Ce qui m'a permis de voir de l'intérieur ce que je criais à l'intérieur de l'hémicycle. Cette conférence a pour but, donc évidemment, qu'on vous expose un petit peu ce qu'on pense de la situation, mais bien évidemment qu'il y ait un moment d'échange de questions-réponses. Plus les questions sont courtes, plus il y a de questions. Ceci est un message subliminal. Plus les questions sont courtes, plus il y a possibilité de poser des questions. Et en plus, je n'aurais pas à dire, comme ça je le fais en direct, plus les réponses sont courtes, plus il y a possibilité de faire des questions. Donc voilà, bonne conférence à tout le monde et merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Oui, c'est moi. Donc oui, c'est moi qui vais commencer puisque c'est l'actualité, c'est la crise des urgences. Mais la crise des urgences, en fait, c'est la crise de notre système de santé. Les urgences sont en fait le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements du système de santé. Il est inacceptable que des politiques et des médecins culpabilisent les patients qui viendraient soi-disant pour rien aux urgences. Si les gens viennent aux urgences, c'est parce que la médecine de ville est dans une situation catastrophique. Et ce n'est pas jeter la pierre aux médecins de ville. Ils sont trop peu nombreux, ils sont débordés, ils ont un mode d'exercice qui ne permet pas aujourd'hui de répondre aux besoins de la population.
Voilà, on a un mode d'exercice aujourd'hui libéral avec la liberté d'installation qui fait que c'est plus la médecine d'il y a 40 ans où on avait son médecin traitant qui était disponible, qui faisait la visite à domicile, y compris le week-end et la nuit. Ce n'est plus ça, il faisait des accouchements à domicile, même à l'époque. Hein. Ce n'est plus ça la médecine d'aujourd'hui, donc il y a besoin de remettre ça à plat et on verra ça dans les propositions à la fin. Et donc la crise de l'hôpital, c'est que les gens viennent parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand on a 42 fièvres, ce n'est pas de la bobologie. On a besoin de voir un médecin pour savoir si c'est effectivement pas grave ou si c'est potentiellement grave. Vous voyez, 42 fièvres chez un gamin, ça peut être une méningite. Si on attend, eh bien, on enverra le médecin pour le certificat de décès. Vous voyez, je suis très rapide, mais ça risque d'être quand même ça. Et donc, excuse-moi. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'amont. C'est-à-dire les gens viennent parce qu'il n'y a pas de réponse en ville. Et la crise des urgences, ce n'est pas parce qu'il y a trop de monde. Les gens qui viennent sur leurs deux jambes aux urgences et qui repartent sur leurs deux jambes après une consultation et avec une ordonnance, ce n'est pas ça qui nous encombre les urgences. Ce qui encombre les urgences, c'est les 20% de patients qu'on doit hospitaliser pour lesquels il n'y a pas de lit. Parce qu'on a fermé 100 000 lits en 25 ans. Et qu'on continue à fermer des lits et que le bilan de M. Macron, c'est 17 500 lits fermés lors de son premier quinquennat. Voilà. Donc, il n'y a pas de lit et il faut savoir que tout ça s'est organisé depuis de très nombreuses années. La logique, c'est de tuer le service public pour que l'alternative pour ceux qui peuvent se la payer, ça soit le privé lucratif. Voilà. Donc, la crise des urgences, c'est la crise du système de santé. Et pour ne pas être trop long, je lance déjà une des propositions. Une des propositions de la France insoumise, et y compris, on est prêt à proposer un référendum sur cette question, c'est que la santé doit relever exclusivement du secteur public et qu'on doit exclure les activités marchandes. Voilà. La santé doit relever du service public, que ce soit le service public de médecine ambulatoire, c'est la médecine de ville, le service public hospitalier et le service public pour le médico-social, les EHPAD. Ça veut dire plus d'Orpea, plus de Ramsay, plus de Corian. Voilà. Et une des revendications qu'on a aujourd'hui, c'est la mise sous tutelle d'Orpea, la saisie de leur livre de compte pour qu'ils remboursent ce qu'ils ont volé à la sécurité sociale et aux impôts avec leur structure de tête qui était au Luxembourg pour défiscaliser. Voilà. Donc je ne serai pas plus long en introduction puisque je reparlerai après sur nos propositions, la LFI, et je passe la parole à Nathalie Coutinet. Alors, moi, je vais prendre un rôle plutôt d'universitaire et d'analyse, en fait, de ces évolutions. Alors, debout, le problème, c'est que j'avais préparé un texte. Alors, si je me mets debout, je ne peux plus le lire. Et pour rappeler que la situation que l'on vit aujourd'hui, c'est en fait la conséquence d'un certain nombre de réformes qui ont commencé dans les années 80, dans lesquelles il a fallu modifier le système de santé pour contenir les dépenses de santé. C'est une obsession de nos gouvernements depuis des années. Il faut contenir les dépenses de santé. Alors, ce que je disais hier, je suis désolée pour ceux qui étaient là, mais ce qui est absurde, puisqu'on sait que le coût de la santé augmente. Donc c'est paradoxal, puisque les techniques évoluent, les médicaments sont plus chers, on est aussi mieux soigné, et ça coûte plus cher. Donc vouloir réduire les dépenses de santé alors qu'on sait que le coût est supérieur, eh bien, nous amène évidemment à une situation complètement paradoxale et stupide. Alors pour réduire les dépenses de santé, qu'est-ce qu'ont fait les gouvernements ? Ils ne se sont pas attaqués à la médecine libérale, parce que c'était évidemment plus compliqué politiquement. Ils se sont attaqués à l'hôpital public. Et donc une succession de réformes. Alors, je ne vais évidemment pas être exhaustive et toutes les passer parce que ça serait particulièrement ennuyeux, mais il y a une succession de réformes de l'hôpital public qui ont visé à modifier sa gouvernance, son fonctionnement, et donc à donner le pouvoir finalement aux ARS, aux agences régionales de santé, qui sont le bras armé de l'État. Et donc, ce sont les ARS qui donnent les indications aux hôpitaux et notamment les réductions de coûts qu'ils doivent obtenir. Et puis, ça, c'est la réforme de la gouvernance. Et puis ensuite, on a une deuxième série de réformes, c'est des réformes de son financement. On est d'abord passé au budget global, à la fin des années 80, dans les années 90. Le budget global, ça a particulièrement handicapé les petits hôpitaux, et c'était des affectations budgétaires qui étaient très liées au pouvoir politique des élus locaux. Et puis ensuite,
on est passé à la tarification à l'activité, que je pense vous connaissez tous, qui conduit à faire en sorte que l'hôpital public mime les comportements d'une entreprise privée. Et donc, pour faire très simple, on va affecter à chaque acte médical un prix, et puis on va payer l'hôpital en fonction du prix qui est estimé de cet acte médical. Alors, à la limite, pourquoi pas, sauf que les tarifs de T2A n'ont cessé de baisser, alors que, évidemment, le coût des soins n'a pas cessé de baisser. Et donc, ça a conduit les hôpitaux à entraîner des politiques de rationalisation et de réduction des dépenses qui ont porté essentiellement sur les soignants. Et on voit aujourd'hui les conséquences de ces dizaines d'années de réduction des soignants, puisque le coût du personnel soignant, c'était plus facile de les supprimer. Donc, on se retrouve avec des personnels soignants qui non seulement ont été pas augmentés, mais ont diminué en quantité, et donc ont des situations de professionnels extrêmement difficiles, avec une souffrance au travail, mais c'est assez connu et je ne m'éteindrai pas forcément là-dessus, mais aussi des aberrations qui conduisent à ce que les médecins codent les actes les plus chers, et non pas aux actes réels. Et puis les médecins, je pense qu'ils en parleront mieux que moi, passent aussi énormément de temps à coder, et donc à un travail administratif qui est de plus en plus important au détriment du soin. Et donc, ça, c'est complètement stupide. Alors, pour justifier ensuite cette réduction de dépenses, on a créé un outil extrêmement intéressant, ce qu'on appelle l'ONDAM. Je pense que vous connaissez, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Alors, cet ONDAM, il fixe en fait les dépenses prévues pour la santé, et il prépare la loi de finances de la sécurité sociale qui va mettre en place les dépenses de santé. Alors cet ONDAM, il n'est pas obligatoirement suivi, c'est un indicateur, mais ce qu'on constate, alors j'ai un tableau que je ne peux pas vous montrer, mais ce qu'on constate, c'est que l'ONDAM, il a régulièrement baissé, évidemment, et que paradoxalement, en plein d'années, il n'a pas été réalisé. C'est-à-dire que les hôpitaux et la santé a fait plus d'économies, a moins dépensé que ce que les gouvernements avaient eux-mêmes prévu, ce qui était déjà insuffisant. Donc c'est dire si on a contraint la dépense de santé et la dépense hospitalière. Il y a une étude de la Caisse nationale d'assurance maladie qui dit qu'il faudrait que les dépenses de santé augmentent de 4% par an, 4,5% par an pour les hôpitaux. Or, l'ONDAM, pour l'hôpital, en 2019, était à 2,1%. C'est-à-dire qu'on prévoit dans les dépenses de santé les économies qu'il va falloir faire. Et donc ça, si c'était sur 1 an ou sur 2 ans, à la limite, mais ça fait 15 ans que c'est comme ça. Donc évidemment, à force de sous-financer, à donner des contraintes à la santé, considérer la santé comme une marchandise, puisque c'est bien ça, on va affecter un prix comme si on vendait des baguettes. Et je dis souvent, mais si on dit au boulanger, votre baguette, elle coûte 1 euro à produire, mais on vous la paye 20 centimes, au bout de 10 ans, le boulanger, il est dans une situation complètement épouvantable. Et finalement, c'est tout à fait la situation qu'on a créée pour l'hôpital public. Si on ajoute à ça le développement de la médecine privée et des cliniques privées dont on parlait il y a quelques instants, qui jouent une concurrence déloyale par rapport à l'hôpital public, parce que ce qu'ont souhaité les cliniques privées, c'est avoir une convergence tarifaire, c'est-à-dire qu'ils aient la même T2A que l'hôpital public. Sauf que les cliniques privées n'ont pas les mêmes contraintes, ne reçoivent pas les mêmes patients, ne remplissent pas les mêmes missions. On sait que les cliniques privées, par exemple, reçoivent des patients qui sont globalement en meilleure santé que l'hôpital public. Donc s'ils sont en meilleure santé, ils coûtent moins cher à soigner. Donc concurrence déloyale des cliniques privées qui donc peuvent aussi mieux rémunérer les personnels de santé, les médecins, les infirmiers. Et donc on met l'hôpital dans une situation totalement ingérable. Et donc qui conduisent, qu'on disait, je ne sais pas si j'ai parlé assez longtemps ou pas assez longtemps, mais ce qui conduit effectivement à fermer des lits, développer à outrance l'hospitalisation partielle, l'ambulatoire. Et donc on a aujourd'hui un hôpital qui n'est pas en mesure de fonctionner. Et les médecins en parleront sûrement mieux que moi. Et je finirai en disant que, pour ma part, je suis convaincue que c'est une démarche délibérée de la part des pouvoirs publics et que ce gouvernement Macron est encore pire que ce qu'ont fait les gouvernements précédents
Et que donc c'est évidemment une réforme en profondeur du système de santé, parce que bien évidemment on ne peut pas comprendre, et c'est ce que tu disais juste avant, on ne peut pas comprendre la situation de l'hôpital si on ne prend pas en compte l'ensemble du système de soins. La médecine de ville, c'est pas quelque chose qu'on va isoler d'un ensemble. Ça doit se comprendre avec l'évolution dont on parlait hier, de la pratique des médecins libéraux, de la transformation de la pratique de la médecine et des différentes mesures qui ont finalement été données aux médecins, plus de permanence des soins, etc., etc. Pour finir, je disais que pour préparer cette conférence, ce matin, je relisais, et si vous avez l'occasion de le faire, c'est assez intéressant, Le Monde a publié une interview des différents ministres de la Santé. Je ne sais pas si vous l'avez lu. À l'occasion, lisez-la, cette interview, parce qu'elle est assez amusante. Ils reviennent sur les mesures qu'ils ont prises, mais jamais ils ne les analysent, ils ne les critiquent et ils n'en tirent les conséquences. Et c'est absolument génial. Il y a Bachelot, Buzyn, Mattei, etc. Voilà. Donc, chacun dit, moi, ma réforme, je devais la faire. Mais si on met bout à bout l'ensemble de l'interview, finalement, on comprend fort bien la situation de l'hôpital public aujourd'hui. Alors bonjour, oui, effectivement, cette politique de santé menée depuis 40 ans, elle a des conséquences, d'accord ? Et moi, depuis ces dernières années, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'interventions, comme tous ici, on s'est battu, on a essayé de plaider la cause de l'hôpital public. Et aujourd'hui, j'ai peut-être envie de faire quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude, une intervention un peu austère, un peu rabat-joie, et de vous faire participer un petit peu à cette intervention, un peu ludique, un peu interactive, comme on fait maintenant dans nouvelles techniques d'enseignement, n'est-ce pas ? Et c'est surtout, j'ai pas envie de parler des soignants aujourd'hui, en fait. Parce que les soignants, on en a beaucoup parlé, ils ont été beaucoup applaudis. Vous avez vu pendant le Covid, là, ils ont été applaudis tous les soirs à 20h. Il y en a marre des soignants quand même au bout d'un moment. Les soignants, les pauvres soignants, voilà. Et donc, si vous voulez, moi j'ai plutôt envie de vous parler de vous, de nous, en tant qu'usagers de la santé. Parce que tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on vient d'énumérer, si vous voulez, c'est des conséquences très concrètes dans ce que vous allez vivre dans votre vie de tous les jours, quand vous allez aller à l'hôpital, quand vous allez chez votre médecin, quand vous allez à un service d'urgence. Et donc c'est ça le vrai drame en fait pour nous. Et nous, on est conscients de ça parce qu'on le vit sur le terrain. D'accord ? Et donc, pour parler de ça, j'aurais pu prendre, alors le vent l'avait un peu nous défavorisé, mais j'aurais pu vous expliquer comment se passe le parcours des soignantes qui vont dans les maternités ces dernières années, et ces derniers mois, on a vu les drames qui se sont produits dans notre pays. Je pourrais vous parler de cette direction générale de l'hôpital d'Orléans qui envoie un courrier, n'est-ce pas, à un des patients qui était hospitalisé dans leur hôpital en lui demandant de bien vouloir quand même quitter sa chambre pour laisser la place à un autre malade. Vous avez suivi ça quand même, c'était scandaleux cette histoire, ça a fait quand même la une des journaux. Je pourrais vous parler de ce courrier de l'ANSEM qui parle des thrombolytiques, pénurie de thrombolytiques en France. Les thrombolytiques, juste pour vous dire, c'est un petit médicament qui sert à rien, ça sert juste à déboucher les coronaires, les artères du cerveau. Enfin voilà, pénurie de thrombolytiques en France, d'accord ? Et puis, nous, en neurochirurgie, on est quand même bien embêtés parce que là, on vient de nous annoncer, j'ai reçu ça cette semaine, pénurie de cathéters, neuroballons, c'est des outils qu'on utilise, nous, en chirurgie pour reperméabiliser, traiter des hydrocéphalies. Bon, on ne sait pas trop comment on va faire, en fait, pour opérer nos malades. On va se débrouiller, on va trouver d'autres techniques alternatives qui seront moins performantes que celles-là, mais il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Et puis, ce même labo qui se délocalise en Suisse, n'est-ce pas ? Il était à Sophia Antipolis, se délocalise en Suisse. Eh ben, ils vont nous supprimer certains types de valves qu'on mettait à des malades également pour des hydrocéphalies. Donc voilà ce qui se passe. Mais je n'ai pas envie de vous parler de ça, finalement. Moi, je vais vous parler d'une histoire. Alors, on va pas faire des TCS, parce que nous aussi, on est soumis à la langue managériale que connaît bien M. Macron, son gouvernement. Les TCS, les dossiers progressifs, les ECOS, les QCM, les KFP, les CROC, et on en passe et des meilleurs. On va juste faire un petit cas clinique ensemble. Un petit cas clinique. Et pendant ce cas clinique, je vous demanderai d'être très attentif à ma présentation quand même, parce que je vais vous poser une question à un moment.
Et la personne qui aura la bonne réponse ou qui sera très près de la réponse aura le droit à une petite dédicace de mon recueil de poésie qui porte sur l'hôpital public et qui vous expliquera, si vous avez le temps de lire ça, vous verrez un petit peu la vie des soignants, l'histoire du burn-out, les conditions de vie à l'hôpital, etc. Tout en poésie, n'est-ce pas? Donc je vais vous raconter une histoire clinique qui est bien triste. C'est l'histoire d'un monsieur de 53 ans qui se demande bien pourquoi en fait il est obligé maintenant de marcher avec 2 cannes alors qu'il avait appelé un jour les services d'urgence. Donc ce monsieur, il fait une sciatique un jour, il a une douleur dans la jambe et il connaît bien le problème parce qu'il a déjà été opéré d'une hernie discale en fait. Donc il a mal, ça commence à mal tourner son truc, il a des fourmillements, engourdissements, etc., difficultés pour faire pipi. Et donc qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il souhaite aller aux urgences quoi. Donc on lui dit, il appelle, vous savez que maintenant, on ne peut plus aller aux urgences. Hein, vous avez entendu ça. Il faut appeler un numéro pour pouvoir accéder aux urgences. Hein, parce que les urgences, en fait, elles sont quoi les urgences en ce moment? Elles sont... Non, les urgences... Vous n'avez rien compris. Monsieur Braun, il vous a expliqué, le ministre de la Santé vous a expliqué, les urgences, elles sont régulées. D'accord? Donc le monsieur, il prend son téléphone, il appelle quel numéro d'ailleurs? Un numéro vert? Non. Mais non, vous suivez pas, c'est le 112 maintenant. C'est les urgences collectives, voilà, avec les pompiers, avec la police, avec le SAMU, blabla. Il fait le 112, donc lui il est discipliné, il fait le 112, et puis la personne au 112, elle est quand même embêtée parce que les urgences en ce moment, elles sont comment les urgences? On vient de le dire. Non, vous suivez pas, c'est pas possible. Surbookées, débordées. Non, les urgences, elles sont surchargées par des patients qui viennent, qui n'ont rien, d'accord, qui ont des symptômes complètement imaginaires, genre AVC, infarctus du myocarde, paralysie, enfin, on en passe, c'est des meilleurs. Hein. Au passage, il faut quand même dire que ces derniers mois, au mois de juillet 2022, hein, c'était pas il y a 2 ans, hein, c'est cette année, il y avait 20 services d'urgence qui étaient fermés la nuit, et 20 services d'urgence qui étaient fermés en journée, et une quarantaine qui étaient fermés la nuit quand même en France. Quand M. Braun nous dit « les urgences fonctionnent bien », mon œil, hein, d'accord? Il y a beaucoup de services d'urgence qui sont en pénurie, qui sont en train de fermer en fait. Et donc ce monsieur, on lui dit « non, vous ne pouvez pas aller aux urgences en fait. Voilà, vous ne pouvez pas aller aux urgences. » Donc qu'est-ce qu'on lui envoie? On lui envoie un médecin à la maison, d'accord? Qu'est-ce qu'on lui envoie comme médecin? Un rebouteux. Qu'est-ce qu'on lui envoie comme médecin? Médecin généraliste. Mais non, on vient de vous dire qu'il n'y a plus de médecins généralistes. Vous n'avez pas compris ou quoi? Médecin généraliste, déjà, effectivement, les services d'urgence, les interventions d'urgence, ils se déplacent plus toujours. Hein, mais surtout, il n'y a plus beaucoup de généralistes. Et la démographie, là, elle est en train de se casser la figure. Et dans les 5 ans, puis là, on est en plein dedans, en fait, on va avoir le nombre de généralistes va continuer de chuter. Malgré le fait que Mme Buzyn et M. Véran nous ont promis que le numerus clausus, il avait été... supprimé. Ça, c'est pas vrai, en fait. Le numerus clausus n'a pas été supprimé, c'est le numerus apertus. Ça, c'est encore de la novlangue managériale, c'est-à-dire qu'en fait, on a remplacé un nom par un autre, on fait croire que ça n'existe plus, mais en fait, ça existe toujours. C'est juste les universités qui décident du nombre de places. Voilà, donc c'est plus fixé, mais ça revient au même, parce que nous, à Besançon, s'il y a 230 pris en deuxième année de médecine, il n'y en aura pas 231, en fait, d'accord? Donc en fait, le nombre qu'on propose a été augmenté, ça il faut quand même le dire, mais ça ne suffit pas en fait à enrayer le processus qui traîne depuis 10-20 ans, en fait, d'accord? C'est pas du tout à la hauteur des enjeux et de nos attentes. Et donc ce monsieur, non, il ne reçoit pas son médecin généraliste, c'est un monsieur d'SOS médecin qui vient, voilà, qui est très pressé, le monsieur il examine, etc. Et puis lui il estime que non, il ne faut pas aller aux urgences, quoi. Donc il le met sous traitement médical, d'accord? Alors ce médecin, je ne sais pas, moi ce médecin on peut se poser des questions, est-ce que ce médecin il est négligent? Ou il est débordé en fait par sa charge de travail. C'est ça aussi, vous voyez, un médecin qui court comme ça en ville, entre des patients, au week-end, c'est pas simple, pas forcément simple. Est-ce que ce médecin, il est vraiment objectif ou il est formaté dans sa façon de travailler par les injonctions du ministère qui lui disent il faut minimiser les symptômes, il faut pas envoyer des patients aux urgences, etc. Le type, il fait un petit peu ce qu'on lui dit aussi, le pauvre. Hein, c'est pas forcément de sa faute, il subit aussi le système.
Et puis, ben voilà, du coup, il reste chez lui, médicaments, puis le lendemain, les choses s'aggravent. Ça s'aggrave tellement que il peut plus marcher, il commence à se faire pipi dessus parce qu'il n'arrive plus à se retenir. Et puis là, il rappelle le 112, voilà. Donc il rappelle le 112 et puis là on dit ok, on va quand même vous envoyer une ambulance. Mais on lui envoie pas les pompiers, on lui envoie pas une ambulance publique, hein, on lui envoie une ambulance privée, voilà, uberisée, qui sont payés au lance-pierre, qui courent entre les hôpitaux, etc. Et avec des chauffeurs, on l'a vu, dramatique là ces derniers jours, un chauffeur qui avait un passé, on va dire, de chauffard routier et qui conduisait quand même une ambulance privée qui a écrasé 2 enfants en trottinette. Bon, tout va bien en France. Et puis, donc, finalement, il arrive à 17h. Donc, il appelle le matin, il arrive à 17h à l'hôpital quand même. Le temps que l'ambulance arrive, etc. Et les urgences, elles sont comment, les urgences? On l'a dit tout à l'heure. Non, elles sont surchargées ou débordées. Vous suivez pas, hein? C'est pas possible. Et donc il arrive aux urgences, il attend jusqu'à 23h pour voir un interne qui arrive comme ça pour l'examiner. Et puis finalement, ils arrivent à avoir une IRM. Il a quand même du bol parce que ce n'est pas tous les services d'urgence la nuit qui ont des IRM. Hein, d'autant plus qu'on est en pénurie de scanners et d'IRM sur le territoire français. Quand on compare au niveau européen, on est très en dessous de la moyenne européenne, loin pour les scanners après l'Italie et loin après l'Allemagne. D'accord? Donc c'est... Et alors oui, et en plus il a du bol parce qu'il y avait un radiologue ce jour-là. Parce que maintenant, c'est ça aussi dans les hôpitaux périphériques, il n'y a plus de radiologues, à tel point, il faut le savoir, c'est que les examens radiologiques parfois sont interprétés sur des plateformes externalisées, parfois même à l'étranger, et qui font les comptes rendus pour les services publics. C'est quand même passionnant. Et donc ce monsieur, on lui fait son IRM, et là, je vous le donne, Émile, il a une énorme hernie discale, donc nous on lui a dit faites-le venir, mais il était quand même, on a donné l'accord à 3h40 du matin quand même, ça commence à piquer un peu pour le service public, n'est-ce pas? Le malade, il arrive à 4h40 à l'hôpital, on l'opère à 5h, et voilà, et là la moralité de ça, et c'est là que je vous pose la question, parce que normalement nous en neurochirurgie on demande un délai de 6 heures pour intervenir sur une sciatique paralysante, pour que le malade récupère, ou un syndrome de la queue de cheval, et normalement c'est 6 heures. Combien de temps il a mis finalement pour avoir le recours en France au service médical? 48 heures. 2 heures, 12 heures. Ah non, ça fait plus de 2 jours qu'il attend. 36 heures. Bon, c'est 41 heures. Alors en France, voilà, vous avez une sciatique paralysante ou un syndrome de la queue de cheval, c'est 41 heures pour arriver dans un service de neurochirurgie. Vous vous rendez compte un peu où on en est? Donc voilà, moi c'est important, c'est ça que je veux vous transmettre comme message aujourd'hui, et les conséquences, parce que ce monsieur, si on avait pu l'opérer dans les délais en fait, n'aurait pas eu de problème de devoir faire 6 mois de rééducation, il n'aurait pas dû faire des autosondages urinaires pendant 6 mois, il ne serait pas en train de se balader avec ses 2 béquilles pour se déplacer et puis perdre son travail et puis peut-être avoir des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des divorces, des choses comme ça. Vous voyez les conséquences un petit peu que ça peut avoir pour vous, en fait, le dysfonctionnement du système de santé. Et donc moi, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que c'est pas quelque chose qui est inéluctable, en fait, on l'a dit, ce sont des politiques qui sont menées depuis des années, qui ont un but, qui sont menées par des êtres humains comme vous et moi, et en fait, c'est des politiques qu'on peut on peut les découdre, on peut les démonter, ces politiques, par des politiques plus justes qui vont remettre l'humain au centre du débat. Et dans la santé, c'est quand même bien ce qui compte le plus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça. À l'étonnement général, je vais vous parler politique. Les 5 dernières années, avec le gouvernement Macron, et vu que vous savez que la France insoumise, nous nous battons contre les fake news, les fausses informations, on va remettre l'église au milieu du village.
et on va rappeler aux macronistes la vérité. Une aide-soignante est arrivée en 2017 à l'Assemblée nationale. Elle a été méprisée. Ils ont trouvé drôle de l'appeler la Bac-2. Aujourd'hui, cette même personne a été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale et c'est un plaisir pour moi de voir des députés de La République En Marche, à chaque fois qu'ils veulent prendre la parole, me dire merci Madame la Présidente. Il y a un moment donné, quand on méprise les gens, il ne faut pas oublier qu'une aide-soignante, vous pouvez la retrouver en réanimation à côté de vous ou au perchoir de l'Assemblée nationale et là, ça fait plus mal. Pendant 5 ans, on n'a pas eu de cesse de leur répéter que les établissements de santé allaient mal. Tu disais, Laurent, que tu ne voulais pas parler des soignants, ça tombe bien parce que je ne veux plus entendre dans la bouche des insoumis le mot soignant. On parle des personnels des établissements de santé. Parce que je vous demande d'essayer de faire tourner un EHPAD, une MAS, un IME ou un hôpital sans directeur, sans administratif, sans cuisinier, sans personnel technique et tout ça, vous verrez que ça ne tourne pas et que les soignants, ils n'auront pas l'air malins. Donc on ne parle pas de soignants, parce que les soignants, ce n'est pas eux qui font tourner l'hôpital, c'est les personnels des services d'établissements de santé. Et je vous remercie donc de faire attention aux éléments de langage. Plusieurs années de suite, PLFSS, ça c'est un mot qui fait toujours peur, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Premier projet de loi de financement de la sécurité sociale, Agnès Buzyn, médecin, je le rappelle quand même, s'est sentie obligée de rappeler médecin. Elle est censée gérer une équipe et donc de gérer tout le staff paramédical, dont les aides-soignants. En tant que ministre de la Santé, s'est sentie très intelligente de me dire « Je comprends, Madame Fiat, que vous ne compreniez pas. » Sauf que quand je vous invite à aller regarder ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a les vidéos sur le site de l'Assemblée nationale. Je parlais de quoi ? Je parlais de nos difficultés de travail, je parlais de la souffrance de mes collègues. J'ai expliqué qu'à force que tout le monde démissionne, ils allaient droit dans le mur. Et que ce qu'ils nous proposaient, ça ne fonctionnait pas. Je comprends, Madame Fiat, que vous ne compreniez pas. Mes collègues démissionnent. Il y a eu une pandémie, il y a eu des hécatombes. Je pense que je comprenais très bien et qu'il y en a une qui ne voulait certainement pas voir la vérité qui était criée dans l'hémicycle. Octobre 2019, ce qui a fait pas sourire. Maintenant, on en sourit un peu, mais je suis un peu visionnaire comme fille. Je vous rappelle, février-mars, une pandémie arrive. Novembre 2019, nous nous battons pour supprimer l'ONDAM. L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses assurance maladie, c'est-à-dire, dans votre quotidien, je décide que l'année prochaine, en 2023, vous ne dépenserez pas plus de 12 000 euros chez vous. Votre voiture tombe en panne, je m'en fous, j'ai décidé que tu ne dépenserais pas plus de 12 000 euros l'année prochaine. C'est ce qu'on demande aux hôpitaux. On leur dit, l'année prochaine, tu auras tant et tu ne dépenses pas tant. Alors que non, pour soigner les gens, parce qu'on parle de soins, on ouvre les vannes et on laisse les gens soigner. Donc je défends mon ONDAM, je défends la suppression de l'ONDAM. Et là, je m'énerve et je dis, mais il ne faudrait pas qu'arrive une catastrophe ou une épidémie dans notre pays, parce que là, franchement, je fais limite, ce serait à souhaiter, parce que vous verriez que les hôpitaux ne suivent pas et que vous iriez droit dans le mur. Et là, tout le monde, oh là là, arrêtez votre misérabilisme. Voilà. Et je vous invite à regarder les vidéos, ça s'est réellement passé comme ça. 5 mois plus tard, une pandémie. C'est pas moi qui l'ai appelée. Hein. Je précise. Je précise que je n'ai certainement pas appelé cette pandémie. Je retourne travailler en réanimation Covid. Je reviens dans l'hémicycle de temps en temps pour dire bonjour à Olivier Véran. Parce que je vous rappelle qu'Agnès Buzyn, une pandémie, ok, je vais faire les municipales à Paris. Donc pendant ce temps, certains retournent travailler. Je reviens dans l'hémicycle. Là, je prends le micro, je fais mais ça va pas du tout. Vous avez vu dans quelles conditions on travaille. On n'a pas de gants, on n'a pas de masque, on n'a pas de blouse, on n'a pas de lit. Les réanimateurs, dans mon service, j'avais 3 marques de réanimateurs différents. Autant vous dire que pour travailler, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, parce que dès que vous n'avez pas la même machine, je sais pas, tous les fabricants nous font des blagues, donc la saturation, des fois elle est là, des fois elle est là, enfin, tous les chiffres changent de tous les côtés, donc du coup, des fois vous dites le patient est mort, mais non, en fait c'est une autre machine.
Et sauf que quand vous travaillez de nuit, que vous êtes fatigué et tout ça, une erreur de chiffre, ça fait aussi des erreurs humaines médicales. Je reviens, et là, du grand Olivier Véran, Madame Fiat, arrêtez de mentir dans l'hémicycle. Fantastique, je reprends le micro. Je vous inviterai vraiment, il faut regarder parce que mes collègues étaient un peu hilares derrière en se disant ça va pas bien se passer. Et là, je lui dis, je vais m'écouter, moi, monsieur le ministre, contrairement à vous, je ne vous parle pas de chiffres, je ne vous parle pas de rapports, je ne vous parle pas de tableau Excel que mes collaborateurs m'auraient gentiment donné pour me dire mais tout va bien, les urgences ne sont pas fermées, ne sont pas surchargées, elles sont régulées. Et moi, je vous parle de Caroline Fiat, aide-soignante qui a travaillé hier soir, qui n'avait pas de masque, pas de gants, pas de blouse, qui avait des appareils différents. Résultat des courses, il ne s'est pas excusé. Il m'a dit d'arrêter de faire de la démagogie dans l'hémicycle. On sait que maintenant, avec la Macronie, entendre la vérité, ils n'aiment pas. On leur a fait des propositions. Et je vais venir sur le Ségur. Ils sont arrivés en disant on va faire le Ségur de la santé, 183 € par soignant. Je me fâche. J'ai écouté la dernière fois que j'ai entendu une collègue en disant « Caro, si on gagnait plus pour maltraiter plus quand même !» Je l'ai jamais entendu. Je leur annonce que leur Ségur, c'est une arnaque, que ça ne marchera pas, qu'il y aura encore plus de démissions qu'avant parce que d'annoncer aux gens « on va vous donner un peu de sous pour faire encore moins bien votre travail », ça ne fonctionnera pas. J'ai envie de penser que quand on connaît nos collègues, on sait les attentes. Nous, ce qu'on veut, c'est des moyens humains. On veut des moyens techniques, on veut des moyens financiers. Et accessoirement, si on nous augmente, on ne dit pas non. Mais on veut tout ça avant. Et résultat des courses, Olivier Véran, dans l'hémicycle, dit « Je vous prends au mot, Madame la députée. Les chiffres seront mis à jour tous les mois pour vous prouver que le Ségur augmente le nombre de soignants et qu'il n'y a plus de démissions et que les gens vont venir en plus travailler. » 6 mois plus tard, je reviens dans l'hémicycle, question gouvernement. Je monsieur le ministre, vous aviez promis des chiffres. Où sont les chiffres? Donc maintenant, dès que vous entendez quelqu'un de la Macronie qui vous rappelle que les députés insoumis n'ont pas voté le Ségur, soyez-en fiers. Nous avons annoncé dès le départ que ce serait une arnaque. Aujourd'hui, les services d'urgence, de psychiatrie, beaucoup de services ferment parce que mes collègues démissionnent. Et qui avait prévenu? Les députés de la France insoumise. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. On a fait notre travail. Quand on précise, on nous dit tout souvent qu'on bordélise. Non, on ne bordélise pas. Quand on arrive en disant que ce Ségur est une arnaque et que ça va mettre en miettes nos établissements de santé, on prend des mots forts pour que ça fasse tilt. Ça ne fait pas tilt, mais nous, on n'a pas d'autre moyen que d'essayer de faire entendre. Un rapport a été rendu sur les EHPAD en 2017, que j'ai coécrit, pour lancer la problématique des EHPAD. Pourquoi j'en parle pour l'hôpital? Dans ce rapport, je précise que si j'ai plus de moyens dans les EHPAD, à votre avis, si les infirmières et les aides-soignantes sont en nombre pour m'hydrater les personnes pendant une canicule, qu'est-ce que je soulage si ce n'est les services d'urgence qui ne vont pas me recevoir mes personnes âgées déshydratées? Qu'est-ce qu'on fait dans un EHPAD quand j'ai une épidémie de gastro-entérite et qu'on n'est pas assez et du coup, on refile toute l'épidémie à tout l'étage. Tout est mis dans le rapport. On va faire une loi grand âge autonomie. 2018, hein. Voilà. On attendra que les prochaines élections puis qu'on soit au pouvoir pour avoir une loi grand âge autonomie. On n'a rien eu. Tout le système part en sucette. Si demain, vous n'êtes pas bien, maintenant c'est le conseil que je donne à tout le monde, si vous appelez le 112 et qu'on vous dit « oui, bof, c'est peut-être pas grave », allez-y. Parce qu'il y a un moment donné, un médecin, ça soigne, les services, ça soigne. Et s'il y a beaucoup de monde, pourquoi ils vous disent de ne pas y aller? Parce qu'ils ne veulent pas d'image de longue queue de personnes devant les services d'urgence. Eh bien non, vous avez un doute, vous n'êtes pas bien, vous allez vous faire soigner, vous finissez pas comme le Monsieur X, ça m'a rappelé des souvenirs quand même, un cas pratique. Vous ne faites pas comme Monsieur X, il finit avec des cannes, vous avez un doute,
les personnels des établissements de santé sont là pour vous prendre en soin, sont là pour s'occuper de vous. Et si ça manque de personnel, si ça manque de moyens, eh ben, à un moment donné, va falloir secouer le cocotier. Quoi qu'il en coûte, a dit Emmanuel Macron en mars 2020, quoi qu'il en coûte, on soignera tout le monde. PLFSS 2020, enfin, novembre 2020 pour 2021, 40 millions en moins pour l'hôpital. S'il y a bien quelqu'un qui se fout de vous, c'est Emmanuel Macron et ses ministres. Vous n'êtes pas bien, soignez-vous, prenez soin de vous, on vous soignera. Bon voilà, donc Laurent vous a donné un cas catastrophique. La question, c'est comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Comment faire pour qu'effectivement, on n'ait pas des personnes qui ne restent pas dans leurs EHPAD, où elles seraient beaucoup mieux soignées, bichonnées, s'il y avait suffisamment d'aides-soignantes, d'infirmières la nuit et de médecins la journée. Parce qu'aujourd'hui, dans 2/3 des cas, les patients qui arrivent des EHPAD aux urgences n'ont rien à y faire. Ils pourraient rester dans leur EHPAD si on avait le personnel en suffisance. Et donc l'urgence aujourd'hui, la première revendication que l'on a, c'est former pour embaucher. Parce qu'ils ont créé la pénurie de soignants pour justifier les fermetures de lits en disant on aimerait bien ouvrir les lits mais on n'a pas de soignants. Mais vous avez créé la pénurie. Non seulement vous avez créé la pénurie, mais ce que disait tout à l'heure Caroline, c'est qu'on assiste aujourd'hui déjà à flux tendu. On a tenu, on s'est mobilisé pendant 2 ans et aujourd'hui tout le monde démissionne. De l'aide-soignante en passant par l'agent hospitalier jusqu'au médecin. Parce qu'on n'en peut plus et qu'il n'y a pas de perspective d'avenir positive. Donc la première revendication qu'on a aujourd'hui, c'est que les soignants, les personnels sont formés dans des écoles professionnelles. Et pour aller dans une école professionnelle, c'est un métier qu'on choisit. Donc on veut la suppression de Parcoursup pour tous les étudiants, mais on veut tout de suite, dans la loi de financement de la sécurité sociale de cette année, on veut la suppression de Parcoursup pour toutes les écoles professionnelles de la santé. Parce que, que se passe-t-il aujourd'hui? On a augmenté les quotas dans les écoles, sauf que lors des premiers stages, comme les gens arrivent par défaut, vous savez comment ça c'est Parcoursup. Finalement, on propose l'école d'infirmière, j'avais demandé médecine, droit, on propose l'école d'infirmière. Premier stage, les gens disent non, moi je ne fais pas ça pendant 40 ans, et ils s'en vont. Donc on a augmenté les quotas de 20% et on n'a pas plus de diplômés aujourd'hui qu'en 2015. Voilà. Donc ça, il faut le changer. Donc, plus Parcoursup pour les écoles professionnelles. Et on veut que les gens puissent étudier dans de bonnes conditions. Et on veut revenir à ce qui existait jusqu'au début des années 80, les contrats d'études. Et c'est quoi un contrat d'études? Dès que vous avez passé la sélection pour rentrer dans votre école professionnelle, vous êtes payé au SMIC et pré-embauché et pré-affecté sur un établissement ou un territoire. Et ça, pour les jeunes aujourd'hui, ça leur évite d'aller bosser au McDo ou je ne sais pas où. Ils peuvent étudier, faire leur stage dans de bonnes conditions. Et ça, c'est de l'argent bien investi, ça s'appelle une politique prévisionnelle des emplois. Et ça, on demande que ces amendements, puisque M. Braun a dit qu'il n'y aura pas de nouvelle loi santé, tout passera par amendement dans le PLFSS. Eh bien, banco pour le PLFSS de cette année. Ça, c'est l'urgence immédiate. Pour revenir à la situation des urgences, vous savez que M. Braun a initié une mission flash. Mission flash qui n'a servi à rien, puisqu'elle était déjà rédigée, puisqu'il venait d'une association, qui est l'association des patrons de SAMU, qui s'appelle SAMU Urgence de France, qui ont déjà publié X rapports ces dernières années. Donc il n'y avait pas besoin d'une Xème mission flash pour un Xème rapport. Voilà. Ce notant qu'il a rédigé son rapport de sa mission flash, sans auditionner les 2 principales organisations représentant le personnel, c'est-à-dire l'Association des médecins urgentistes de France et la CGT pour le personnel. Bon, donc il y a un petit problème quand même en termes de démocratie. Et donc, ces 41 mesures, globalement, elles ne correspondent pas aux besoins. Nous, on avait réclamé 2 mesures. On manque de médecins et on n'inventera pas les médecins qui n'existent pas. Faire reposer ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire la garde des médecins la nuit, les week-ends, les jours fériés, sur une petite catégorie que sont les urgentistes, les réanimateurs, quelques chirurgiens et quelques radiologues, ce n'est pas possible. Et donc ça, ce n'est pas non plus un doux rêve des islamo-gauchistes que nous sommes. On demande à ce que tous les médecins participent à la permanence des soins et fassent des gardes.
Et pourquoi je dis que ce n'est pas un doux rêve? Parce que ça existe. Il suffit de franchir le Rhin pour aller en Allemagne ou en Autriche. C'est comme ça que ça fonctionne. On répartit la charge de travail sur l'ensemble des médecins. Et ça fait une garde par mois par médecin. Donc, vous voyez, en termes de charge de travail, ça devrait être acceptable. Mais tous les médecins, généralistes, spécialistes de ville, généralistes, spécialistes de cliniques et d'hôpitaux. On a 200 000 médecins en France. Alors, on pourra avoir quelques exceptions, les plus vieux, les hyper spécialistes, etc. Mais on ne peut pas nous dire que 80% des patients qui viennent aux urgences, c'est de la bobologie, ce qui n'existe pas. Ça veut dire que c'est des pathologies simples. Si c'est une pathologie simple, n'importe quel médecin qui a fait 10 ans d'études doit pouvoir examiner un patient. Et quand il ne sait pas, eh bien, il demande à son collègue. Parce que ça, c'est un problème de spécialité, donc il a demandé à son collègue spécialiste, ou c'est un problème de réanimation, ça sera l'urgentiste ou le réanimateur. Voilà, donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vous dit, l'ambulatoire, le maintien à domicile. Mais pour l'ambulatoire et le maintien à domicile, il y a un petit problème dans le fonctionnement actuel de la médecine de ville. C'est qu'il n'y a plus de visite à domicile. Comment voulez-vous maintenir les personnes à domicile s'il n'y a plus de visite à domicile? Sachant que le domicile, ça peut être le domicile classique, mais l'EHPAD est un domicile. Voilà. Et on demande à ce que les gens restent en EHPAD, qui est leur domicile, plutôt que de venir aux urgences pour rien. Et bien pour ça, il faut rétablir une priorité sur la visite à domicile. Or, aujourd'hui, les médecins libéraux rémunérés à l'acte ne font plus de visite à domicile parce que c'est chronophage et c'est mal payé. Donc on demande à ce que ça soit une priorité et que, aujourd'hui, même si c'est difficile, moi je suis conseiller à la Caisse nationale d'assurance maladie pour la CGT, on a fait une proposition, c'est de dire, oui c'est dur de conduire sa voiture, d'aller faire une visite à domicile la nuit, etc. Eh bien on a une expérience qui a montré sa validité à Libourne, on a fourni la voiture et le chauffeur au médecin. La journée c'est dur de se garer, il ne perd pas de temps pour se garer, c'est le chauffeur qui gare la bagnole et il va faire sa visite. Et la nuit il ne se fatigue pas, il ne risque pas de se planter sur la route, il a un chauffeur. Et puis il fait sa visite. Et puis, il faut que les médecins travaillent avec des infirmières. On va voir une personne à domicile, on fait une prescription. Il faut que dans la demi-journée, il y ait une infirmière qui passe pour mettre en œuvre la prescription. Vous voyez? Pour éviter que, on m'a prescrit telle injection, je ne trouve pas d'infirmière, il faut venir aux urgences. Ce n'est pas sérieux. Donc, vous voyez, là, c'est deux mesures qui ne sont pas dans les 41 mesures de M. Braun. Pourquoi? Parce que ça bouscule. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on s'occupe un petit peu de ce que font les médecins, qui répondent un peu aux besoins de la population. Donc ça pose la question de quel avenir pour la médecine libérale, dont les principes datent des années 20 du siècle dernier, et dont les deux axes sont la liberté d'installation et la rémunération à l'acte. Or aujourd'hui, ça ne permet plus de répondre aux besoins de la population. 2/3 des dépenses de la sécurité sociale, ce sont les patients de plus de 50 ans atteints de maladies chroniques. Donc il y a une petite différence entre la maladie qu'on soignait au XXe siècle, l'infection, etc. On venait, on voyait le médecin, il faisait un diagnostic, on donnait un traitement, il était guéri. Aujourd'hui, quand on a une infection de longue durée, c'est maintenir en meilleur état de santé possible le plus longtemps possible. Mais on ne guérit pas la maladie. Donc ça nécessite un travail long, collaboratif entre plusieurs médecins, plusieurs professionnels de santé, infirmières, aides-soignantes, kinés, podologues, diététiciennes, etc. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. Eh bien, un travail d'équipe, c'est la rémunération de l'équipe. Ça ne peut pas être une rémunération à l'acte. Et donc, ça veut dire que la médecine de ville, eh bien, ça doit devenir une médecine de collectif de travail qui travaille dans des structures qui s'appellent des centres de santé et on rémunère la structure et non pas l'acte des professionnels de santé, et la structure salarie les professionnels de santé. Ce qui leur permet d'avoir le temps à consacrer à leurs patients. Ce n'est pas 10 minutes, 15 minutes la consultation. Alors, vous allez dire, là j'étais aux grandes gueules il n'y a pas très longtemps, face à deux ultralibéraux qui me disent « Oh là là, LFI, collectiviste, Union soviétique, salariat pour tous. » J'ai rien écouté. Aujourd'hui, les jeunes médecins, ils ne s'y retrouvent plus dans le système. Et là, les centres de santé, avec des professionnels salariés, ça a été mis en place aujourd'hui dans un département qui s'appelle la Saône-et-Loire, où ils ont créé un centre de santé départemental. Au départ, ils pensaient embaucher 30 médecins. Aujourd'hui, ils sont à 70 médecins, dont 20 médecins spécialistes en lien avec les hôpitaux. Vous voyez, ils font à l'hôpital et puis le centre de santé. Donc,
Le président du conseil départemental qui a mis ça en place, personne ne le connaît, ce n'est pas une personnalité nationale, il s'appelle Akari. Il a juste un petit handicap. C'est un bon élu local, hein, mais il est adhérent aux Républicains. Donc si un adhérent des Républicains a pu le mettre en place dans son département et que ça fonctionne, on doit pouvoir le généraliser à l'ensemble de la France et c'est notre programme. Parce que le monsieur Akari, il reste quand même un peu libéral. Il dit j'ai fait ça parce que la médecine libérale aujourd'hui est en crise. Mais quand il y aura des médecins libéraux qui s'installeront, je fermerai les centres de santé. Ah non, nous, on mettra en place les centres de santé et ça sera la nouvelle médecine de demain et d'après-demain. Voilà. Et donc ça s'appelle service public de santé ambulatoire. Voilà. Et donc, pourquoi je pars de ça? Parce qu'on a un problème, aujourd'hui tout le monde se focalise sur la liberté d'installation. Il faudrait imposer aux jeunes médecins d'aller là où ils ne veulent pas aller. Ça ne marchera jamais. Il faut dire on a 10 000 médecins qu'on forme par an, il y a 10 000 postes qui s'ouvrent. Et on implante les centres de santé là où il y a des besoins. Et un centre de santé, on gagne 20% de force de travail des médecins, des infirmières libérales. Pourquoi? Parce que le médecin, l'infirmière fait que son métier. Il y a des administratifs, il y a des logisticiens, on peut avoir du matériel. Donc les petites urgences, on peut les traiter dans le centre de santé. Vous voyez? Les soins, ça peut être fait par l'aide-soignante, l'infirmière. Il y a besoin de faire 3 points de suture, voilà. Il y a besoin de faire un plâtre, on a fait la radio, et puis on prend le rendez-vous avec l'orthopédiste le lendemain. Il n'y a pas besoin de venir aux urgences pour ça. Une entorse, tous les gens qui ont une entorse aujourd'hui, ils viennent aux urgences. Voilà, il n'y a pas besoin. Donc voilà, et donc c'est de la proximité. Et puis votre médecin traitant n'est pas disponible, comme ils sont plusieurs, vous voyez son remplaçant. Voyez. Et puis ils font des visites à domicile, ils prennent des gardes. Et dans la notion de territoire, c'est-à-dire que vous devez avoir ça à proximité. C'est-à-dire qu'on a un maillage du territoire avec ces centres de santé. Et donc ces centres de santé, notre proposition, c'est de dire, ils peuvent être gérés par le public, par les hôpitaux, ils peuvent être attachés aux hôpitaux, ils peuvent être gérés par les collectivités locales ou par ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les mutuelles. Et ça peut être même mixte, c'est-à-dire la mutuelle ou la collectivité locale investit dans le bâtiment et les moyens pour travailler, et les professionnels de santé s'autogèrent dans une coopérative. On a quelques expériences qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est moderne. C'est moderne ce qu'on propose aujourd'hui. Et ça commence à fonctionner parce qu'on a des exemples de mise en œuvre ponctuelle. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que ça soit généralisé très rapidement à l'ensemble du territoire, parce que la santé, c'est d'abord répondre aux besoins de la population et pas aux besoins des soignants. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 6 millions de personnes en France qui n'ont pas de médecin traitant, dont 600 000 personnes atteintes d'affections de longue durée. Voilà, c'est ça la réalité. Donc c'est une catastrophe sanitaire. Et avec les conséquences que ça a, on a eu un exemple, mais des exemples comme ça, on en a des centaines, des milliers. Ça s'appelle pudiquement une perte de chance. Ah oui, une perte de chance, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, non, nous on ne veut plus qu'il y ait ces pertes de chance. Voilà, on fait déjà suffisamment d'erreurs parce qu'on n'est jamais fiable à 100%, nous les soignants, hein, parce que statistiquement, voilà, on ne peut pas être toujours au top, mais ça doit être, vous voyez, marginal. Il ne doit pas y avoir de perte de chance par défaut de moyens. Perte de chance par défaut de moyens, c'est scandaleux dans la 7e ou 8e puissance mondiale. Et donc, pour l'hôpital, eh bien, il faut arrêter de fermer les hôpitaux de proximité. Moi, je suis urgentiste. Les critères pour nous, urgentistes, pour qu'on puisse s'occuper correctement des patients, c'est de pouvoir faire le diagnostic très rapidement. Donc tout le monde doit pouvoir venir aux urgences 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans un hôpital, à moins de 30 minutes en voiture de son lieu de résidence. C'est ça le maillage du territoire, c'est ça la santé publique. Et donc il faut arrêter de fermer les hôpitaux de proximité. Voilà, il faut arrêter de nous expliquer, parce que là, M. Braun, il veut valider le fonctionnement dégradé qu'il a mis en place cet été. C'est ça qu'il veut faire valider dans la prochaine loi de finances de la sécurité sociale. C'est-à-dire que là, ce n'était pas ponctuel, la régulation de l'accès aux urgences. Parce que la régulation de l'accès aux urgences qui nous a imposé, là, brutalement, en début d'été. Moi, je travaille dans un SAMU. Qu'est-ce qui s'est passé? Explosion du nombre d'appels, sans personnel supplémentaire. Donc le résultat, c'est que là, il y a eu aussi des pertes de chance. Voilà. Parce que quand la personne qui appelle pour l'arrêt cardiaque, on met 6-7 minutes pour décrocher, je lui ai dit à Braun, que je connais depuis 20 ans, mais tu te fous de notre gueule. Parce que là, cet appel-là,
c'est même plus la peine d'envoyer un véhicule du SAMU. On enverra un médecin quand il sera disponible pour signer le certificat de décès. Voilà, c'est ça la réalité. Alors heureusement, il a une chance, Braun, c'est qu'on a une population qui n'est pas, on appelle ça en termes médicaux, les quérulents revendicatifs. On ne va pas aller voir l'avocat dès qu'on a une perte de chance. Mais on vous demande aujourd'hui de porter plainte quand il y a des pertes de chance. Ça nous aidera, nous, pour mener la lutte. Il n'y a pas assez de plaintes. Et alors, pour ne pas être trop long, la question, c'est comment on paye tout ça? Ah, parce que la dette qu'on va laisser à nos enfants. Ah, la dette qu'on va laisser à nos enfants. Alors, on a une proposition immédiate, hein, la taxation des surprofits. Une petite partie de la taxation des surprofits, c'est ce qui nous suffit pour obtenir les 4,5%. Il nous faudra un petit peu plus pour rattraper le retard, mais déjà, si on avait 4,5%. Mais vous voyez, rien que ce qu'on ponctionne, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a eu des propositions, et l'amendement a déjà été déposé depuis plusieurs années, la suppression de la taxe sur les salaires, qui est payée par les hôpitaux. La taxe sur les salaires, c'est une taxe qui est prélevée par l'État, qui représente 12% des salaires de tous les personnels hospitaliers. C'est un impôt qui est prélevé sur les salaires des hospitaliers, donc qui est prélevé sur vos cotisations sociales, donc sur nos cotisations sociales, sur notre pognon. C'est comme c'est la facture d'EDF. Vous avez des taxes sur les taxes. Donc l'État prélève 4 milliards d'euros, un peu plus de 4 milliards d'euros, sur l'argent de la sécurité sociale. Alors pour être un peu rapide, eh bien, on rétablit l'ISF, 4 milliards d'euros, et on supprime la taxe sur les salaires, puisque c'est la règle d'or, quand on supprime un impôt, il faut en remettre en place un. Donc vous voyez ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vois, tout le monde on a fait l'amendement sur la loi de finances de la sécurité sociale, il était banané. Ben, on va le refaire encore cette année. Voilà. Autre élément immédiat, c'est que les hôpitaux, on vous a dit, on a dans le Ségur, tu n'en as pas parlé, on vous a dit, on supprime la dette des hôpitaux. Vous avez entendu ça? Non, on a repris qu'un tiers de la dette des hôpitaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on paye chaque année, donc on a repris un tiers, mais sous conditions, etc. On continue à payer à peu près 1 milliard d'euros d'intérêts par an aux banques sur les emprunts qu'on nous a forcés à prendre pour investir. Voilà, 1 milliard d'euros. Eh bien, 1 milliard d'euros plus 4 milliards d'euros, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour créer les 100 000 emplois dont on a besoin à l'hôpital. Voilà, on a besoin de 100 000 emplois à l'hôpital, on a besoin de 200 000 emplois en EHPAD. Il faut créer de l'emploi, c'est l'emploi dont on a besoin. Ça, c'est la clé de voûte de nos revendications avec la formation. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est que la sécurité sociale soit le payeur unique et le collecteur unique de cotisations et qu'on aille vers la fin des assurances maladie complémentaires. C'est aussi dans le programme de la France Insoumise, parce que rien qu'en supprimant les assurances maladie complémentaires, on récupère les frais de gestion qui sont de près de 8 milliards d'euros. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on tue les mutuelles. Là, je reprends ma casquette syndicale, qui sont un acquis du mouvement ouvrier. Mais les mutuelles, eh bien non, elles vont récupérer les EHPAD, les établissements médico-sociaux pour les handicapés, etc., qui sont gérés par le secteur privé lucratif. Eh oui. Donc ça, c'est important, effectivement, qu'on ait quelque chose de cohérent, de global, qui intègre également cette vision financière, parce qu'on dit toujours, il y a ce plafond de verre, oui, mais où va-t-on prendre l'argent? Eh bien voilà. Et pour terminer, eh bien, pour pouvoir se passer de l'Ondam et de ce budget fermé, eh bien, vous savez, en France, il y a 3 départements. L'Alsace-Moselle, le régime particulier, ça existe depuis Bismarck. Bismarck, ce n'était pas un philanthrope et un socialiste, hein. Bismarck, il voulait des ouvriers en bonne santé pour pouvoir construire des canons, pour pouvoir battre la France. Donc, eh bien, il a créé un système de sécurité sociale. Alors, c'est un exemple, on ne va pas dire qu'on va l'étendre à l'ensemble de la France, parce qu'il y a des aspects positifs et négatifs, mais il fonctionne de manière complètement différente de l'Ondam. C'est-à-dire que le niveau de cotisation est donc fixé en fonction des dépenses de l'année antérieure, de l'année N-1. Alors, ce n'est pas à guichet ouvert, hein. Là, les députés, ils fixent une borne haute et une borne basse entre laquelle peut évoluer ce niveau de cotisation.
Eh bien, pour le régime Alsace-Moselle, c'est entre 0,85% de votre salaire et 2,5%. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme. Regardez ce que ça représente par rapport à ce que vous payez aujourd'hui comme assurance maladie complémentaire. Eh bien, aujourd'hui, cette cotisation, qui était à 1,5% avant la crise Covid, a été baissée à 1,4% après la crise Covid parce qu'on a moins dépensé. Donc, vous voyez, et c'est bien géré parce que c'est géré par les salariés. Donc, on demande à ce que la sécurité sociale soit de nouveau gérée par les salariés. Et donc, on a baissé la cotisation de 1,5 à 1,4 et le régime est équilibré. Et qui est le président de la Caisse aujourd'hui? Un camarade de la CGT. Donc si la CGT est capable de bien gérer un régime de sécurité sociale, eh bien on peut redonner la gestion des régimes de sécurité sociale aux représentants des salariés et des retraités. Voilà, donc bien sûr, ce sont des objectifs à atteindre, mais pour pouvoir au quotidien donner des billes à nos députés pour qu'ils se battent, il faut savoir où on va. Quelle est notre perspective? Eh bien, notre perspective, c'est le service public financé par une sécurité sociale à 100%, assise sur des cotisations et non pas sur l'impôt. Voilà. Et donc, ça, c'est notre objectif. Eh bien, il y a les mesures immédiates qu'on peut prendre pour y aller. Et puis, je peux vous dire, aujourd'hui, majoritairement, ces idées-là, dans la population, elles sont majoritaires. Elles sont majoritaires. Donc, il faut qu'on s'appuie là-dessus pour les diffuser, pour convaincre et pour que, au quotidien, ce qu'a proposé hier Jean-Luc Mélenchon, les assemblées populaires de circonscription, eh bien, on parlera d'un certain nombre de sujets, dont celui-là, pour aller faire pression sur les élus, quelle que soit leur couleur politique, pour que déjà, dans la prochaine loi de finances de la sécurité sociale, il y ait les premières mesures qu'on réclame aujourd'hui pour remonter la pente et qu'on redonne de l'espoir aux salariés du secteur de la santé et du médico-social pour qu'ils arrêtent de démissionner et qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions. Alors, vu que tout le monde a été très bon, on a du temps pour les questions. Il marche? Allô la technique, allô la technique. Ça y est, ça marche. Allez, vas-y, dis-moi, qui je donne le micro. Ah bah vas-y, c'est toi qui décides. Allez. On fait un garçon, une fille, un garçon, une fille. Alors, je vais résumer très vite 2-3 éléments. Proximité, moi, je suis d'accord. Vous parlez d'une grande maison de santé, mais il y a des petites maisons de santé aussi qui peuvent se créer. Mais par contre, ce n'est pas public, c'est des médecins privés qui reçoivent. Il y en a dans mon secteur, dans ma campagne. Autre chose, tu parlais d'intégrer les EHPAD dans la fonction publique. Moi, j'ai travaillé dans le secteur social, donc avec ce qu'on appelle les ADAPI. Enfin, ce n'était pas une ADAPI, moi j'étais en Isère. Et je pense que ça serait quand même bien qu'on sorte du domaine du budget, parce que les budgets sont de pire en pire. Moi, je suis partie, il y a une dégradation et tout ça. On n'est plus sur la réponse aux besoins et des usagers, sur une bonne condition de travail, mais sur des coûts de moins en moindre. Et là, c'est grave ce qui se passe. Donc, je répète. On parlait des coûts de la santé. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire sur le coût des médicaments, parce que le coût des médicaments, il y a des choses qui sont inadmissibles, y compris quand on voit pour le Covid comment les choses sont passées. Ils ont touché plein de subventions, après ils ont ramassé plein de fric et ils n'ont pas rendu les subventions qu'ils ont, mais ils continuent à engranger plus de fric et augmenter les tarifs. Donc ça me semble important. Et dernière chose, au niveau des réductions sur les soignants, mais aussi sur le ménage, il y a de la sous-traitance qui s'est mise pour diminuer les coûts, et avec donc une baisse des moyens. Et voilà. Donc j'ai résumé le plus possible. Bon, on va passer, je reviens vers vous. Un homme, une femme, là j'ai fait une femme. Un homme, allez. Coup de chance. Bon, j'ai 3 questions. Dans son discours de non-investiture, Borne a parlé de solutions locales différenciées, particulièrement sur 2 points. L'école, en étendant l'expérience de Marseille, donc je passe, c'est une autre conférence, mais catastrophe organisée soigneusement. Deuxièmement, sur la question de la santé, en gros, d'avoir des conférences territoriales avec des solutions innovantes, etc., etc. Bon, chose très, très vague, mais on peut évidemment en attendre le pire. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut commencer
à envisager de préparer. Est-ce qu'en particulier, on peut, par exemple, poser des questions? Ah oui, l'Assemblée nationale est fermée, donc je ne sais pas sous quelle forme, mais est-ce qu'on peut arriver à avoir des démarches pour préciser? Bon, enfin, c'est une question que je pose en général. Qu'est-ce qu'on peut préparer nationalement sur ces questions? Deuxièmement, sur la question de la réintégration des soignants suspendus. Bon, j'étais dans l'organisation d'un comité sur Vannes, dans le Morbihan, et sur le Morbihan, pour la réintégration des soignants suspendus. Voilà, c'était un micro d'urgence autorégulé. Donc, est-ce qu'on peut envisager une initiative nationale, par exemple une conférence nationale, qui sorte chacun de son isolement? Bon, parce que je vous passe les détails, c'est évidemment dramatique. Mais c'est bon, le jeu, le sort des services. Enfin bon, c'est compliqué parce qu'il y a eu plein d'oppositions. Mais voilà, est-ce qu'on peut commencer à attaquer ça au niveau national? Et troisième point que je n'avais pas prévu sur ce que proposait Prud'homme, la question de Parcoursup, elle se pose du point de vue évidemment étudiant, lycéen. Bon, ça c'est une autre question que je poserai ailleurs. Mais est-ce que la proposition que tu fais d'abroger Parcoursup immédiatement pour les soignants, enfin les infirmiers, etc., est-ce qu'elle peut être intégrée dans une campagne pour l'abrogation de Parcoursup parmi les jeunes? Et ce qui va avec, est-ce qu'on peut joindre dans cette campagne l'exigence de l'abrogation immédiate du numerus clausus que j'ai vu mettre en place quand j'étais étudiant à l'UNEF, en sachant la catastrophe que ça donnerait, on y est. Ok, merci, on continue. Merci beaucoup déjà pour cette conf, parce que moi ça m'a redonné un peu d'espoir en tant que... Donc moi je suis médecin à l'hôpital, infectiologue. Et pardon, deux points juste. Un point sur ce que vous disiez sur l'usage de la plainte des patients. Alors moi j'y vois un truc un peu à double tranchant, c'est-à-dire que... Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas des trucs un peu type class action aux États-Unis qui pourraient avoir un sens au niveau collectif, parce que le danger je trouve dans les plaintes, alors peut-être qu'on peut faire ça et que c'est possible, mais le danger sinon dans les plaintes, c'est que les directions d'hôpital sont quand même très très fortes pour rejeter la faute du coup sur le soignant qui a fait l'erreur et ne pas du tout voir que c'est un problème organisationnel. Donc il faudrait un truc de ce... Voilà, bon, c'est pour ouvrir le débat là-dessus. Et le deuxième truc, moi c'était juste une question justement sur ce qui avait été abordé par quelqu'un d'autre sur les statuts d'ASH en effet, parce que j'ai plusieurs témoignages de collègues, notamment infectiologues et hygiénistes qui travaillent dans des hôpitaux qui voient des ASH supprimés en fait et remplacés par de la sous-traitance privée avec tous les problèmes que ça pose en termes de qualité des soins justement, parce que en fait faire le ménage dans un hôpital c'est pas rien, ça s'apprend et on met des gens pas formés avec des risques aussi pour les patients et puis pour les dynamiques d'équipe. Voilà, merci. Merci. Encore une. Vas-y, toi, et puis on répond. Et après, on en fait une autre salle. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un thème un peu qu'on pourrait aborder aussi, parler plus de la santé mentale, parce que ça n'a pas été spécialement abordé, du coup, pour savoir un peu le contexte et les propositions sur la santé mentale. Merci, on fait les réponses. Moi, je vais répondre que dans quelques... juste pour le dernier point, la santé mentale. C'est mon moment autopromotion. Un rapport a été rendu sur la santé mentale co-signé par Caroline Fiat. Si vous la connaissez pas, elle est sympa. Et vu que tu me sembles très jeune, je te pardonne, mais ça fait plusieurs amphis où on fait des conférences sur la santé mentale. Et du coup, on ne peut pas tout le temps tout faire. Et à mon grand regret, parce que c'est une conférence que j'adore animer. Mais effectivement... ça fait partie de nos priorités, bien évidemment. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Concernant les soignants non vaccinés, parce que je vous prie de croire que les menaces physiques et les menaces reçues par mail, par courrier, tout ça, auprès des députés de la France Insoumise, premièrement déjà, c'est totalement anormal. Mais deuxièmement, nous nous sommes battus contre cette aberration. Donc, il faut se rappeler. Quand c'est passé lors du fameux PLFSS, j'ai proposé un amendement et une grande négociation avec Olivier Véran en lui disant, vu qu'on manque de personnel, j'entends le côté altruiste de l'histoire et nous avons proposé que les soignants non vaccinés aillent travailler avec test en arrivant dans le service pour protéger le patient et avec un masque FFP2 pour protéger le personnel. Ça a été évidemment refusé et j'ai une très bonne nouvelle, ce qui fera que j'arrêterai de recevoir des messages très insultants
de la part de proches par moment. Une proposition de loi va sortir très prochainement, et c'est en cours, sur la réintégration des soignants avec protocole sanitaire évidemment, autant pour, puis pas réintégration des soignants d'ailleurs, réintégration des personnels des établissements, de tous les personnels, parce qu'il n'y a pas que les soignants. Donc ça, que ce soit clair. Si on vous dit qu'est-ce que fait la France, défendez-nous, je sais pas, dites-le. On n'a pas arrêté, on était les premiers à se battre pour dire non. Donc voilà. Donc parce que quand j'entends qu'on me pose la question, je me dis c'est pas possible. Je sais pas comment le dire, mais voilà. On trouvera une solution pour les réintégrer, surtout que vu qu'on manque de collègues, ce serait dommage de s'en passer. Par rapport aux questions et après je donne la parole à mes collègues, sur le fait de porter plainte ou quoi que ce soit. Il suffit aussi de créer un collectif, enfin de travailler tous ensemble à la défense des personnels pour qu'effectivement ça ne retombe pas forcément sur le plus petit qui est passé par là à ce moment-là et qui aurait fait l'erreur. Mais s'il y a beaucoup de plaintes, je prie croire que le ministère doit aussi commencer à donner des explications sur le fait que tous ces personnels sont des incompétents. À un moment donné, ça va être compliqué. Et sur les agents de services hospitaliers, pareil, à chaque PLFSS, on dépose des amendements pour interdire les prestataires extérieurs dans les établissements de santé. La preuve en est, crise Covid, réanimation Covid, ce sont les aides-soignants, les infirmiers qui faisaient le ménage dans les chambres parce que les prestataires extérieurs ne vont pas dans les chambres infectées. Donc en période Covid, je vous prie de croire qu'elles étaient là, mais elles nettoyaient les couloirs. Donc effectivement, nous nous battrons là-dessus. Et je laisse mes collègues répondre aux autres questions. Je vais me lever parce que je ne m'étais pas levée tout à l'heure. Je veux bien répondre sur les médicaments parce que c'est un sujet que je maîtrise assez bien. La question des médicaments, elle est effectivement complexe puisque c'est la question des brevets en fait qui est au centre. Alors évidemment, vous avez raison, les médicaments sont beaucoup trop chers. Alors sur le Covid, c'est pas l'argent français parce que la France s'est quand même distinguée de ne pas financer du tout la recherche sur le Covid. Donc l'avantage, c'est que ça n'a pas été, mais assez peu quand même. Après, oui, mais bon, non, Sanofi, c'est les Américains qui les ont financés surtout. Hein. Donc c'est surtout, oui, il y a le CICE, mais sur le Covid. C'est essentiellement le gouvernement américain qui a financé. C'est 12 milliards de dollars qui ont été donnés par le gouvernement américain. Alors effectivement, c'est beaucoup trop cher. Hein. Le vaccin, le Pfizer, il ne coûte pas $1 à produire, hein, c'est 90 cents. Et il est vendu aujourd'hui entre 15 et $20 la dose. Donc évidemment, vous avez raison. Néanmoins, ce qu'on peut quand même, si on fait une ONDAM, où on prévoit des dépenses, on sait que le prix des médicaments va augmenter. Aussi parce que l'innovation fait qu'on va pousser, c'est la politique publique qui fait ça, qui pousse à l'innovation en accordant des prix élevés aux médicaments innovants. Alors certains sont inutiles. Hein. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de cancérologues qui ont dit on a beaucoup trop de médicaments et les nouveaux médicaments ne sont pas vraiment innovants. On pourrait faire une conférence, un atelier, un amphi sur les médicaments. Néanmoins, la tendance des prix des médicaments, c'est quand même l'augmentation, de manière générale, quand ils sont innovants. Et puis, les médicaments anciens, on n'arrive pas à les faire produire. On en a parlé hier à la conférence sur un pôle public du médicament, en tout cas pour les génériques. Donc, ça pourrait être une conférence entière. Je ne peux pas répondre complètement. Vous avez raison. Beaucoup de médicaments sont beaucoup trop chers. Mais néanmoins, quand on prévoit les dépenses de santé, il faut intégrer cet élément-là. On peut prescrire beaucoup moins de médicaments. On peut aussi prescrire moins, on peut prescrire des génériques, à condition qu'ils existent. Et là, on bute sur le problème des pénuries de médicaments. Tu as parlé des pénuries de matériel et de médicaments. C'est un problème majeur, hein, ces problèmes de pénurie. Le blocage des prix, c'est le processus de négociation des prix des médicaments qui font que un État, c'est État par État. Et donc, moi, je pense qu'il y aurait une avancée. On a créé un institut européen du médicament qui s'appelle l'EMA, qui sert essentiellement aux laboratoires pour avoir des autorisations de mise sur le marché plus rapides. Peut-être qu'il s'adresse à l'EMA pour toute l'Europe. Par contre, dans cette institution, on n'a pas pensé aux patients et notamment aux possibilités qu'auraient les États de collectivement négocier les prix des médicaments auprès des laboratoires. Pour faire très simple, aujourd'hui, c'est État par État.
Et un État, si la France avait dit nous, le vaccin Covid, c'est trop cher, vous imaginez bien que Pfizer, il n'en aurait rien eu à foutre, on n'aurait juste pas eu de vaccin Covid. Alors que si l'ensemble de l'Europe, par exemple, disait ce médicament-là, il est trop cher, on ne va pas le prendre, là, il y aurait beaucoup plus de poids pour négocier avec les laboratoires. Donc une des missions de l'EMA, ça pourrait être qu'il y ait des négociations collectives sur les prix des médicaments. Et comme au Canada, par exemple, des prix planchers et des prix plafonds par État. C'est-à-dire un médicament ne peut pas être vendu au-delà d'un certain prix ou en dessous d'un certain prix. Ça, il y aurait un programme à faire sur le médicament. Juste deux éléments sur la question de la plainte. Non, on se donne les moyens de rédiger les plaintes pour que ça ne retombe pas sur les soignants. Et c'est bien des plaintes qui seront traitées de manière collective par les équipes et avec les syndicats. Là, on a un exemple qui est particulièrement éclairant. C'est l'hôpital de Laval qui a été en grande difficulté. L'hôpital de Laval, donc au CHSCT, un comité d'hygiène et de sécurité, ils ont traité le problème et ils ont décidé, en plus en intersyndical, CGT et FO, de faire un signalement au procureur de mise en danger des patients et des personnels. Et là, je peux vous dire que ça a déménagé tant au niveau de la direction de l'hôpital que la direction générale de l'ARS. Et là, c'est une démarche collective et on demande à l'ensemble de nos syndicats CGT d'aller dans cette démarche de signalement au procureur de mise en danger des patients à partir d'éléments réels qui sont le manque de moyens. Voilà, mise en danger par manque de moyens. Voilà, ça c'est important. Sur la question des médicaments, oui, il y a tout ce qui a été dit. Mais moi, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on est un des pays où on prescrit le plus de médicaments. Et aux urgences, 10% des passages sont liés aux effets secondaires des traitements médicaux et dans 8 cas sur 10 des médicaments. Voilà. Donc si on prescrivait moins de médicaments, on en prescrit beaucoup trop, y compris on a beaucoup trop de médicaments qui servent à rien qu'on prescrit, eh bien on aurait moins de malades. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle tous les médicaments, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, mais on a besoin en médecine de ville, pour traiter les patients, on a besoin de 80 médicaments, de moins de 100 médicaments. Pour traiter l'insuffisance veineuse, il n'y a pas besoin de médicaments. C'est les mesures physiques, c'est les bas de contention, c'est les bains avec les douches alternantes, ça c'est les moyens physiques. Et tous les médicaments pour l'insuffisance veineuse, si vous en prenez, vous les mettez à la poubelle, ça ne sert à rien. Si ce n'est enrichir les laboratoires qui vendent de la merde. Oui, donc d'accord, je rejoins là ce que tu viens de dire, parce que faire attention à ce qu'on dit, parce que le problème des équipes hospitalières quand on a une complication pendant une hospitalisation, c'est bien là le problème qui pèse sur le dos des soignants et des équipes. Ça peut être une infirmière qui fait une erreur de perfusion, ça peut être un médecin qui fait une erreur de diagnostic, ça peut être un retard de prise en charge parce qu'on ne peut pas opérer le malade avant 5 jours parce que le bloc n'est pas accessible. Et le malade peut faire une phlébite, une embolie pulmonaire et puis mourir. Tous ces problèmes-là retombent sur le dos des soignants. C'est ça qui est insupportable pour les soignants aussi à un moment, si vous voulez. C'est que c'est eux qui doivent gérer les complications d'un système qui les dépasse. D'accord ? Donc il faut faire attention à ça. Je pense qu'il faut plus axer ça sur des actions collectives, effectivement, ou tout simplement, moi j'ai envie de dire, mais bon sang, descendez dans la rue pour défendre vos hôpitaux, votre service public. Ça fait 3 ans qu'on manifeste en France. Moi, on a fait des manifestations à Besançon, on était 50 devant l'hôpital, on est une ville de 100 000 habitants, il y a 50 personnes devant l'hôpital, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait cette intervention, pour vous réaliser que c'est votre vie qui est en danger maintenant. On est à un stade où c'est votre vie qui est en danger, d'accord ? Après, pour ce qui est des médicaments, moi je pense qu'il y a quand même, il faut arrêter de dire les pauvres labos, ils font du recherche et développement et machin et machin. Il y a un véritable racket qui est effectué par des grandes multinationales du médicament à l'échelle des États, comme tu l'as dit, qui négocient les contrats et qui font un vrai racket. Et là, pour le Covid, ce serait le cas, par exemple, ils vont dire, non, vous voulez pas notre tarif, vous n'aurez pas le vaccin, en fait. Vous voulez pas notre tarif, ce qu'ils font au Canada, vous n'aurez pas notre anticancéreux, etc., etc. Et ça, c'est un pur scandale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et c'était dans le programme de la France Insoumise, on a proposé d'avoir une agence française du médicament pour gagner en autonomie sur les médicaments qui sont vitaux. On ne peut plus dépendre de ces rapaces, en fait, qui nous raquettent à l'échelle des États. En fait, on ne peut pas lutter contre eux dans ce cas-là. Il faut qu'on puisse produire nous-mêmes nos médicaments qui sont vitaux dans le quotidien. Voilà ce que j'avais envie de dire à ce niveau-là. Et pour les soignants qui ont été suspendus, moi je rappellerai quand même, parce que ce n'est pas une décision qui est simple non plus, mais je rappellerai quand même
que pendant la crise du Covid, et moi, c'est ce qui m'ulcère vraiment dans cette histoire, c'est que au début du Covid, mars-avril 2020, on a demandé à des soignants de venir travailler malades à l'hôpital, d'accord, sans masque, sans FFP2, sans protection, sans rien. Et maintenant, on va dire à des gens qui sont immunisés parce qu'ils ont eu aussi le Covid au fil de l'eau, ben vous ne pouvez plus travailler. Je pense à un moment, il faut rester logique et arrêter de prendre les gens pour des cons, tout simplement. Hein. Moi, je viens du Vaucluse. Dans le Vaucluse, au mois d'août, on a fait un rassemblement devant l'hôpital d'Avignon. À l'hôpital d'Avignon, vous avez des médecins qui sont en grève depuis le 12 juillet. Et il y a vraiment des mouvements sociaux. Et on a vu que les députés de la NUPES faisaient des enquêtes dans les hôpitaux. Mais nous, on n'a pas de députés. Est-ce que vous allez venir, vous, faire une enquête à l'hôpital d'Avignon ? Oui, ça a été discuté hier et ça va être organisé. Je vais un peu dans le fond, puis je reviens là-bas. Oui, bonjour. Ma question concerne le processus de privatisation rampant dans tout l'appareil de santé qu'on n'a pas évoqué, qui je crois est important et peut-être une des causes pour lesquelles l'appareil de santé publique est actuellement en voie d'effondrement, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé pour arriver à bloquer ce processus de privatisation ? Mais il y a aussi le processus de privatisation interne à l'appareil public qui est important. Moi, j'ai une histoire à vous raconter, elle est très courte. Hein. J'ai un moment, mon ophtalmo est parti à la retraite. J'ai dû en chercher un autre. J'ai téléphoné 100 fois pour arriver à trouver un ophtalmo disponible, mais chaque fois, j'avais la réponse, on ne prend plus de nouveaux patients. Donc, je me suis dit, mais je suis bête, pourquoi je ne téléphone pas directement à l'hôpital ? Et c'était au Chuga à Grenoble. J'ai téléphoné, on m'a dit, oui, vous pouvez prendre une consultation. Et je me suis rendu compte après, ils m'ont dit, mais c'est seulement à condition que ce soit dans un processus chirurgical, c'est-à-dire comme préalable à une cataracte ou autre chose. Et j'ai dit, donc on ne peut plus avoir de consultation à l'hôpital. Elle m'a dit si, mais à condition que ce soit dans le secteur public, secteur privé. Secteur privé, d'ailleurs animé par le chef de service. Alors j'ai demandé, mais c'est quel prix ? Ils m'ont dit, c'est 135 €, c'est le prix d'une amende. Hein. J'ai trouvé après un ophtalmo qui m'a pris pour 39 €. Mais c'est quelque chose que je trouve absolument scandaleux. Et à un moment, il y a un ministre de la Santé, qui est Jacques Ralit, en 81, qui a essayé de faire disparaître le secteur public, le secteur privé, et il n'y est pas parvenu. Il y a une opposition des médecins généraux. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre aussi cette question aujourd'hui ? Merci. Oui, vous disiez tout à l'heure que 2/3 des dépenses de santé, des plus de 50 ans, viennent des ALD. Hein. Et bon, avec la population qui vieillit, ça ne va pas s'arranger. Or, en France, bon, le prix des médicaments, tout ça, c'est bien, mais la prévention, le mieux, c'est quand même de ne pas tomber malade. Et moi, je vois les jeunes, enfin, les gens sont de plus en plus gros. Le diabète, c'est quand même des millions, c'est à peu près 20% de la population. L'obésité, etc. Les labos derrière se gavent. Macron a empêché qu'il y ait une loi pour empêcher la publicité pour la malbouffe pour les enfants. Enfin, je veux dire, et tous les lobbies de la malbouffe font ce qu'ils veulent. Donc l'idéal, c'est quand même l'hygiène de vie, la prévention, l'hygiène de vie, avant de parler des médicaments et de... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il y a peut-être des économies à faire là-dedans. Un garçon. Rapide, enfin je vais essayer d'être rapide en fait. Moi je suis infirmier depuis 2002, alors au risque de décevoir, j'ai fait ma carrière dans le privé. Et je voulais juste mettre un petit bémol sur la dichotomie public-privé. Alors sur le principe je suis complètement d'accord, hein. C'est la santé comme un bien commun et qu'il faudrait que ce soit que public. En revanche il ne faut pas croire que dans le privé on va avoir du personnel surpayé et concurrentiel, etc. Attendez, c'est pyramidal comme n'importe quel type d'entreprise. C'est-à-dire les médecins spécialistes, les anesthésistes, les chirurgiens en général sont des médecins libéraux et qui travaillent pour l'établissement. Eux, ils se font des couilles en or. Par contre, plus on descend dans la hiérarchie, plus le personnel habituel, c'est-à-dire infirmiers, ASH et autres, ont des salaires, enfin, comme dans n'importe quelle entreprise. Par contre, ce qu'il y a en plus, et ça, je le dis pour les gens qui ont de l'argent et qui croiraient qu'on se fait forcément bien soigner dans le privé, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de glissement de tâches. Puisque comme les médecins sont libéraux et qu'ils ne sont pas salariés de l'établissement, ça se permet de se lâcher un petit peu sur les infirmiers, justement, qui font parfois des choses qu'ils ne sont même pas censés faire. Donc ça, c'est juste le petit bémol sur les conditions de travail des soignants, même si ce mot n'est pas le bon. Et je voulais revenir aussi rapidement,
quand tu parlais tout à l'heure de donner du sens à la formation et au métier de la santé. Ça, c'est primordial parce que moi, j'ai remarqué ces dernières années, là, je travaille en labo, en fait, en extra-hospitalier, et les étudiants infirmiers ou aides-soignants, enfin infirmiers principalement, qui ont subi cet épisode du Covid ont été vraiment utilisés par rapport justement au manque d'investissement, enfin tout ce qu'on a déjà décrit. Ils ont vraiment utilisé comme voilà, c'est-à-dire que c'était même plus des stages, quoi. Ils se sont retrouvés vraiment à prendre en charge sans même être formés. Il faut savoir un truc, que quand on est infirmier ou aide-soignant, il y a la formation qui est courte. C'est quand vous disiez tout à l'heure, 10 ans pour être spécialiste en médecine ou généraliste, les infirmiers qui sont censés être polyvalents en 3 ans, c'est juste pas possible. Donc le métier, on l'apprend après le diplôme en grande partie. Ces jeunes-là qui sont passés par cette expérience traumatisante, ils veulent même plus se donner le temps d'apprendre leur métier dans les services généraux. C'est-à-dire qu'en extra-hospitalier, j'ai vu des jeunes infirmiers venir travailler pour faire des prises de sang qui veulent même pas passer par les services généraux. Donc ça veut dire qu'à la fois, cette histoire de Parcoursup, il faut l'éliminer pour avoir des gens motivés par le métier, mais ce serait pas mal aussi de ne pas dégoûter les gens qui étaient motivés par ce métier au départ. Bon, ça rejoint ce que vous disiez. Alors, à la grande déception de tout le monde, nous allons conclure, mais on va répondre en concluant. Donc, moi, je conclue en dernier. C'était prévu comme ça, je m'en fous. Hein. Alors, qui conclut ? Moi, je vais parler. Il ne faut pas séparer le soin de la prévention. Notre projet, quand on parle de la malbouffe, certes, ça relève des questions de santé. Quand on réclame la cantine gratuite dans les établissements scolaires, ça participe en particulier. Je peux vous dire, moi, je suis en Seine-Saint-Denis. Il faut que l'ensemble de nos gamins ils mangent à la cantine. C'est le seul repas équilibré qu'on peut leur donner. Parce que chez eux, parfois, le soir, ils ne mangent pas ou c'est rien du tout. Hein, voilà, donc c'est ça aussi la prévention. Et sur l'obésité, l'obésité aujourd'hui, c'est une épidémie de la pauvreté. Plus on est pauvre, plus on est obèse. Voilà, donc tout ça, c'est une politique globale qu'on doit mener. Et donc, il ne faut pas opposer la prévention aux soins, parce que quand on dépiste une hypertension artérielle à 40 ans, on n'est pas malade de l'hypertension artérielle. On va traiter l'hypertension artérielle pour ne pas faire les complications de l'hypertension artérielle, hein, accident vasculaire cérébral, etc. Donc, c'est aussi le mode de vie et c'est les conditions de travail. Aujourd'hui, les conditions de travail rendent malades. Vous savez, les risques psychosociaux, l'explosion des pathologies psychiatriques, c'est lié à la dégradation des conditions de travail. Et dans les conditions de travail, les troubles musculo-squelettiques, les lombalgies, hein, les facteurs de risque du stress, ces facteurs de risque de l'infarctus, des maladies cardiovasculaires. Voilà, donc l'amélioration des conditions de travail, c'est la prévention en santé. Donc c'est la politique globale, quand on dit l'humain d'abord. Vous voyez, c'est pour ça qu'on doit pas, on fait des conférences spécialisées, mais on doit toujours se replacer dans le contexte global de notre programme. Et notre programme, c'est, je ne sais pas combien, 1000 et quelques pages. C'est cohérent. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont participé à l'élaboration des différents livrets du programme. On va reprendre le travail, d'abord pour donner des billes à nos députés, pour préparer les élections prochaines. Sur le médicament, il y a un enjeu majeur au niveau de l'Europe, et c'est maintenant qu'il faut qu'on réfléchisse à notre programme pour les européennes. Ce n'est pas simplement est-ce qu'on fera une liste commune, c'est quel programme on défend. Voilà, et c'est dès maintenant qu'on doit travailler là-dessus. Alors, non mais je suis là. J'ai dit que je répondais aussi. Hein, on se croirait dans l'hémicycle. C'est pas parce que je suis bac -2 que j'ai pas de réponse. Hein, Alors, pour les gens qui ont des hôpitaux et qui n'ont pas de députés, voilà. Eh ben, je vais vous annoncer un truc. Vous avez des jambes, vous avez des bras. Eh ben, vous allez aller devant les hôpitaux et vous allez rencontrer les soignants vous-même, parce qu'il ne faut pas le statut de député pour pouvoir discuter avec les gens devant les hôpitaux, d'autant plus que généralement, on met un barnum devant l'établissement pour attirer l'attention, parce que ce ne serait pas forcément bon de n'avoir que l'avis des personnels des établissements de santé. L'avantage, c'est que si vous êtes devant l'établissement, vous verrez les usagers passer et ça vous donnera une bonne indication de ce qui manque dans l'établissement. Donc, vous n'aurez pas besoin de nous à Avignon parce que vous êtes autonome et vous saurez très bien vous débrouiller tout seul. Pour la question... Ah, déception, je sais. Moi, j'ai passé 5 ans à faire le tour de France des hôpitaux et des EHPAD. Il y en a très peu qui ne m'ont pas vu quand même. Je tiens à le préciser.
Ah bah pas Avignon, pas Avignon. Pour le public privé et l'inquiétude qu'on peut entendre parfois en disant que la France insoumise, on est totalement inconscient parce qu'on manque déjà de lits et ils vont tout fermer. On n'a jamais dit qu'on fermait. On a seulement dit qu'on appellerait M. Orpea. Je prends un exemple. Hein. Allô, M. Orpea, bonjour, c'est Caroline Fiat. Ça va? Oui, bah moi aussi. Non, tu peux continuer à fonctionner comme moi, ça ne me dérange pas. Évidemment, tu ne fais pas ça pour l'argent. Enfin, tu ne maltraites pas des gens pour l'argent parce que tu penses bien que ce serait totalement inhumain. Et puis les gens... Chez moi, ça ne me dérange pas. Que tu demandes aux gens de payer très cher, mais tout l'argent que tu reçois, il est reversé au fonctionnement de l'établissement. Et nous... C'est vrai qu'à chaque fois, on dit on interdit les privés lucratifs. C'est pas un interdit, on interdit aux privés, on taxe à 100% les dividendes des privés lucratifs. Bon, c'est un peu sinueux, mais ils n'auront pas le droit de faire des dividendes pour donner aux actionnaires. C'est vous demandez plus, vous êtes dans le privé, vous ne pourrez pas vous faire de l'argent sur le dos de la maladie en créant une maltraitance. Parce que c'est totalement inhumain. C'est de l'argent très très sale parce qu'il y a du sang sur cet argent et il faut l'expliquer aux personnes. Donc on expliquera que on les taxe à 100% et s'ils nous disent si c'est comme ça on s'en va, écoute, ça tombe bien parce qu'il partira et l'établissement le récupérera pour l'euro symbolique. On n'est pas sympa, on n'est pas méchant parce qu'on donnera l'euro symbolique quand même au monsieur qui laissera son établissement dans le coin et on récupérera au pire des cas les personnels qui sont dedans. Et je remercie le collègue qui a parlé du privé en disant qu'on était moins bien payé dans le privé. Je peux vous le dire, j'ai travaillé chez Corillon où on arrive à gagner moins que le SMIC certains mois. Donc ça j'ai fait. La prévention, c'est peut-être la seule chose que j'ai trouvée de positive avec l'arrivée de Braun, c'est qu'il est précisé ministre de la Santé et de la Prévention. Maintenant, je veux des résultats. Mais au moins, la communication est là. Et je crois que nous avons répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez apprécié cette conférence. Je vous souhaite des bons amphis à toutes et à tous.